Amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on va compléter le cours des Mickey et cette fois-ci, on va faire RCH. La RCH, c'est une maladie inflammatoire chronique du côlon, atteignant constamment le rectum et s'étendant de manière continue sans intervalle sain vers le sécum. Donc, de la rectite, l'inflammation du rectum, à la pancholite, l'inflammation de la totalité du côlon. Sans atteinte iliale, elle ne touche que l'intestin, le grand intestin. Elle ne touche pas l'intestin grêle. Elle ne touche pas donc la partie digestive haute, ni l'anus et le périnée. Sa prévalence est de 1 sur 1000 à tout âge, gradient nord-sud, facteur protecteur, tabac et appendicectomie. Pour le diagnostic, cliniquement, on a une diarrhée prolongée, surtout hémorragique, à la différence du Crohn où on retrouve rarement une hémorragie. Syndrome dysentérique, syndrome rectal, impériosité, faux besoin. On a les critères de True Love, WITS. Ces critères sont utilisés pour évaluer la gravité de la crise, soit de Crohn, soit de RCH. Pourquoi évaluer cette gravité? Puisqu'on a ce qu'on appelle CAG ou colite aiguë grave, qui est une complication des Mickey. C'est une complication grave mettant en jeu le pronostic vital du patient. C'est une urgence médico-chirurgicale. D'accord. Quand est-ce qu'on dit qu'on est devant une crise sévère? Si on a plus que 6 fois d'évacuation ou de sel par jour. D'accord. 6 ou plus. Si on a une hémorragie ou rectorragie importante, c'est clair. Si on est devant une fièvre supérieure à 37,5. Si on est devant une tachycardie supérieure à 90. Si on est devant une anémie inférieure à 10. Donc, soit hémorragie importante, soit في FNS نلقاو hémoglobine inférieure à 10,5. Soit une VS très accélérée. On répète encore une fois. 6 ou plus de sel par jour, des hémorragies importantes avec une anémie inférieure à 10,5, tachycardie, fièvre et VS accélérée supérieure ou égale à 30. D'accord? Donc, il nous suffit un critère majeur et un critère mineur. Le critère majeur, c'est le nombre d'évacuations par jour et les autres, ce sont des critères mineurs. Donc, si on a par exemple 6 diarrhées par jour et une fièvre, déjà on est devant une crise sévère. Maintenant, pour l'atteinte extradigestive. Donc, comme la maladie de Crohn, la RCH donne des atteintes extradigestives presque similaires. Donc, on retrouve une asthénie, amaigrissement, retard de croissance ou retard pubertaire, anémie, syndrome inflammatoire, atteinte articulaire, oculaire, hémato et cutanée identique au Crohn. Anémie hémolytique, auto-immune aussi. في الكرون, on retrouve une anémie mixte, de part inflammatoire et d'autre part carentielle. Mais ici, on retrouve aussi une anémie hémolytique auto-immune. D'accord? On retrouve la cholangioschlérose primitive. Donc, elle est associée dans 90% des cas à une RCH, plus rarement à un Crohn. D'accord? Donc, c'est une atteinte biliaire. Elle risque de se dégénérer vers un cholangiocarcinome et cirrhose biliaire secondaire. Donc, cette pathologie biliaire existe surtout dans la RCH, beaucoup plus que Crohn. D'accord. Sinon, pour les examens paracliniques, on fait la coloscopie plus l'ilioscopie, sachant que l'ilion est tout à fait sain dans la RCH. Donc, le rectum est toujours atteint. On peut retrouver une proctite isolée, c'est-à-dire le début du rectum, on dit proctite, inflammation du début du rectum. Proctite isolée, soit rectocolite gauche, donc le rectum plus le côlon gauche, soit une pancolite. D'accord.
Macroscopiquement, c'est une atteinte continue sans intervalle sain. Contrairement à la maladie de Crohn, elle commence dès la jonction anorectale. L'anus est sain. Le rectum est toujours atteint. Et on peut avoir une diffusion vers ou extension vers le côlon. Donc, étendu plus ou moins loin, s'interrompant de façon brusque. Mais surtout, avant d'arriver au niveau de l'iléon. Elle peut au maximum arriver au niveau du séquent. On n'a pas une atteinte digestive haute, ni de celle de l'intestin grêle. Anomalie de réseau vasculaire muqueux, puis muqueuse granitée, fragile, saignant au contact, donc la muqueuse, anomalie de réseau vasculaire, puis muqueuse granitée, elle est trop fragile, saignant au contact, c'est-à-dire qui dit endoscopie, une fois touchée la muqueuse, elle va saigner, puis érosion, ulcération, voire ulcère étendu en puits. Ulcère étendu en puits, c'est-à-dire typiquement, Crohn touche la totalité de la paroi, la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse. Par contre, la maladie de la RCH, elle ne touche que la muqueuse. Mais en cas d'ulcère étendu, elle peut arriver jusqu'à la sous-muqueuse, laissant nue la musculeuse, et on parle d'ulcère étendu en puits. D'accord? Sa profondeur, c'est comme si un puits. Perte de la mucosécrétion. On n'a pas une muqueuse, on n'a pas une sécrétion. C'est logique. Histologiquement, on va retrouver une atteinte muqueuse superficielle, une bifurcation et distorsion glandulaire. La muqueuse, on a des glandes, donc distorsion glandulaire. Infiltrat lymphoplasmocytaire du chorion. C'est comme si c'est une atteinte immuno. D'accord. Plasmocytose basale. La BLI-IRM, on fait la BLI-IRM pour dépister la cholangite sclérosante primitive. Mais quand est-ce qu'on ne fait pas la BLI-IRM pour tous les patients, mais on fait la BLI-IRM en cas d'anomalie du bilan hépatique. Donc, systématiquement, on fait un bilan hépatique. Si il est perturbé, on fait la BLI-IRM à la recherche de cholangite sclérosante primitive. Si elle était correcte, on arrête là et on ne fait pas la BLI-IRM. Pour le diagnostic différentiel, il se pose, c'est logique, avec la maladie de Crohn, mais aussi avec une diarrhée aiguë révélant une colite, souvent hémorragique, indiquant immédiatement la réalisation d'une coloscopie. Donc, devant la RCH, on est devant une hémorragie digestive. Donc, on fait une coloscopie à la recherche de l'origine du saignement. Et pourquoi pas pour traiter et arrêter ce saignement. Donc, la rectosigmoïdite aiguë et subaiguë, secondairement à des germes, soit des IST, des infections sexuellement transmissibles, syphilis, gonocoque, chlamydia, herpès, soit des parasites, amibiase intestinale, soit la colite ischémique. À la différence, elle est la colite, la colite hémorragique. D'accord. Les complications, donc la maladie de Crohn, la RCH comme la maladie de Crohn, ce sont des maladies chroniques évoluant par poussée-rémission. Parfois sur un mode presque continu avec exacerbation. Les complications, c'est une RCH, donc hémorragie. Donc on peut avoir une hémorragie digestive basse. On peut avoir une perforation vu l'ulcère. La perforation sera à l'origine d'une péritonite stercorelle. On peut avoir la cholectasie. Que veut dire la cholectasie? Eh bien, c'est le mégacolon toxique. C'est une dilatation aiguë du côlon. C'est une complication grave puisque risque de perforation. Donc, mégacolon toxique, c'est défaillance viscérale. On peut avoir aussi accident thromboembolique. Vu qu'on est devant des hémorragies, donc on peut se retrouver devant la CIVD. Donc, consommation excessive de produits, donc coagulation intravasculaire disséminée, et on peut avoir un accident, des accidents thromboemboliques. La prise en charge de la colite aiguë grave.
Donc, on a évalué la colite aiguë grave par les critères de True Love. Si on est devant une colite aiguë grave, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait une corticothérapie systémique IV en première intention. En deuxième intention, on donne les immunosuppresseurs, à savoir cyclosporine ou anti-TNF-alpha. Quand est-ce qu'on dit qu'on est devant un échec de la corticothérapie? Eh bien, à G3. À G3 d'un traitement bien conduit par corticothérapie, si on ne retrouve pas une guérison, on va administrer les cyclosporines. À G5 du traitement, si toujours on n'a pas une guérison, on fait un traitement chirurgical. On va faire une colectomie chirurgicale, normalement totale. Donc, les complications aiguës, à savoir la colite aiguë grave, et on a la complication progressive qui est la dégénérescence en un cancer. Donc, pour les complications néoplasiques, risque augmenté de cancer colorectal. C'est pour ça qu'il faut faire une surveillance coloscopique régulière. Les facteurs de risque de dégénérescence d'une RCH vers un cancer colorectal, ce sont l'atteinte étendue. قد ما كانت l'atteinte étendue, قد ما كان عندنا un risque de dégénérescence vers un cancer colorectal. L'ancienneté, plus que 10 ans, c'est logique. Mais aussi l'association avec une cholangite sclérosante primitive. D'accord. Maintenant, pour le traitement, en dehors des complications, on donne un traitement médical. Qu'est-ce qu'on a donné pour la maladie de Crohn? On a donné la corticothérapie en première intention, en deuxième intention, les immunosuppresseurs. Pourquoi la corticothérapie? On est devant une inflammation, on va donner des anti-inflammatoires. On ne va pas donner des ANS, mais plutôt des corticoïdes. Les corticoïdes dans les poussées et non pas un traitement d'entretien, puisqu'on ne peut pas donner une corticothérapie à long terme. Donc, à long terme, on va donner les immunosuppresseurs. Par contre, la RCH, en première intention, on ne donne pas une corticothérapie, mais on donne les 5 ASA. D'accord. Par voie orale ou locale, soit des suppos, soit un lavement. C'est échec aux formes sévères, on va passer à la corticoïde en deuxième intention, voire les immunosuppresseurs, voire anti-TNF-alpha ou cyclosporine en deuxième intention. Donc, en première intention, la RCH, on donne les 5 ASA. En première intention, pour Crohn, on donne les corticoïdes. D'accord. Traitement d'entretien, on a les 5 ASA. Donc, ce sont des dérivés de 5 aminosalicylés. Ils sont suffisants chez 50% des malades. Sinon, on va donner les immunosuppresseurs toujours, les analogues de purine, azatioprine et 6-mercaptopurine et ou anti-TNF-alpha en deuxième intention. Donc, pour la maladie de Crohn, le traitement des crises, ce sont la corticothérapie. Le traitement d'entretien, c'est les immunosuppresseurs. Pour la RCH, le traitement de crise et le traitement de poussée, le traitement de crise et le traitement d'entretien, c'est les 5 ASA. En deuxième intention, on peut donner la corticothérapie et les immunosuppressions. Pour le traitement chirurgical, on fait la coloproctectomie totale. Donc, نحينا le côlon, نحينا le rectum et on fait une reconstruction par anastomose. يبقى لنا l'hélium et l'anus. Donc, anastomose hélio anal avec réservoir. Donc, 15% des malades. Les indications. Le traitement chirurgical. Eh bien, c'est logique devant un échec du traitement médical. Devant un échec du traitement médical, par exemple, on fait la colectomie de sauvetage en cas de CAG. Donc, en cas de colite aiguë grave, nous mettons 3 jours de corticothérapie, c'est échec. Nous mettons les immunosuppressions. À G5, si toujours on n'a pas de guérison, on fait la chirurgie. On parle de colectomie de sauvetage. Sinon,
On peut faire une chirurgie programmée en cas de forme chronique réfractaire. D'accord? Donc, on fait la chirurgie soit en urgence, soit programmée. En urgence en cas de colitis aiguë grave et programmée en cas de forme chronique réfractaire. Sinon, en cas où on est devant une lésion prénéoplasique ou cancer colorectal. Donc, la chirurgie est indiquée devant l'échec du traitement médical, en urgence en cas de CAG, chirurgie programmée en cas de forme chronique réfractaire et devant une lésion pré- ou néoplasique. Les effets indésirables de la colectomie totale, c'est le fait qu'on va se retrouver